BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. 3 invités avec nous jusqu'à 18h. Stéphane Prévost, directeur général de la Financière Responsable, nous accompagne ce soir. Bonsoir et bienvenue Stéphane. Bonsoir Grégoire. Vincent Juvin, à nos côtés également, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci d'être là. Et Sophie Chevelier également avec nous. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes gérante allocataire chez Dorval Asset Management. État des lieux de la situation. Avec des marchés qui ne se calment pas. C'est-à-dire quand on regarde la volatilité, c'est peut-être ce qui marque 48 heures après la décision de la Fed, et on va y revenir, on peut y revenir bien sûr. Ça n'a pas eu d'effet de baisse de volatilité sur le marché. Donc la Fed, elle a pris une décision qui est tout à fait rationnelle, qui est une décision de politique assurantielle, entre guillemets. C'est-à-dire que le travail de la Fed, c'est aussi de limiter la fragilité financière. Donc, bien entendu, elle ne peut pas soigner le virus, mais par contre, elle peut s'assurer que le taux de défaut des entreprises est limité, que les banques se prêtent entre elles, etc. Donc, elle fait ce qu'il faut pour que les conditions financières soient souples. C'est son travail. Ouais. Par contre, qu'aujourd'hui, ce que le marché est en train d'essayer d'évaluer, c'est la profondeur du choc économique, s'entend. À quelle vitesse on va effectivement stabiliser, quelles vont être les mesures qui seront mises en place, quels vont être l'impact économique de ces mesures. On a eu des chiffres finalement économiques américains qui restent assez soutenus, mais tous ces chiffres sont des chiffres de février. Et donc en fait, on se demande quelle va être l'ampleur du trou d'air généré effectivement par l'activité. Alors c'est intéressant parce que si on regarde le marché chinois, et c'est là que ça permet de prendre un petit peu de recul, on a eu un trou d'air énorme avec un PMI qui est tombé à 35, donc c'est vraiment un trou d'air énorme, et un marché financier qui est stabilisé parce qu'on a passé le pic épidémique et que l'activité reprend progressivement. Et c'est vrai qu'on est bien dans cette dynamique de choc. Parce que la Banque centrale chinoise a injecté comme jamais aussi. Oui, mais la Fed vient de baisser de 50 points de base. Oui. Le marché intègre qu'elle va encore baisser de 50 points de base et de toute façon que s'il faut, ça sera QE derrière. Quantitative easing derrière. Donc, bon, voilà, on est dans cette dynamique-là. Donc, on est plus en train de compter les points de l'ampleur du trou d'air, de combien ça coûte en termes de croissance économique, de résultats des entreprises. Et c'est cette incertitude-là qui crée la volatilité des marchés. Donc, on est vraiment dans ce mouvement d'incertitude. Et ça dépend du type de mesures que les décideurs publics vont prendre face à leurs opinions et face aux risques sanitaires avant tout, qui reste quand même la priorité à ce stade. Oui, il y a un caractère autoréalisateur, parce qu'on l'a tous vu. Alors c'était intéressant, si on prend à titre d'exemple le paquebot qui est détenu à côté des côtes japonaises, donc, Diamond Princess. Donc tout le monde a été contaminé plus ou moins, et le taux de mortalité est de 0,8. Donc ça donne un ordre d'idée. En plus, il y a eu une gaffe il y a 2 jours, je crois, de l'OMS sur la mortalité effective qui a été mal interprétée par la presse. Je crois que Donald Trump l'a démenti d'ailleurs aujourd'hui. Bref, on est dans toute cette... Donc on voit bien qu'on est dans l'épidémie, on est vraiment dans la panique. Mais la réalité des chiffres, elle justifie pas la panique. Donc on voit bien que c'est autoréalisateur. C'est-à-dire que c'est une pression extrêmement forte des populations, une inquiétude, une panique, une réponse des gouvernements qui est adaptée au niveau de panique et donc un coup d'arrêt sur l'activité. Donc c'est autoréalisateur, c'est auto-infligé. Et maintenant, il faut voir, effectivement, pour que ça se calme, il va falloir qu'on passe le pic épidémique, il va falloir effectivement un scénario qui ressemble un petit peu au scénario chinois. Ouais. Une des grandes questions, c'est quand même parce que les États-Unis, pour l'instant, on en parlait avec le patron de Mastercard tout à l'heure à New York, il me disait on ne ressent pas de stress, il est en plein New York sur la 5e, il n'y a pas de stress, pas de gens avec les mains. Oui, mais vous avez 2-3 semaines de retard par rapport à nous en Europe. Voilà. Quel type de mesures est-ce qu'on peut envisager du côté de Donald Trump, de l'administration américaine, dans cet arbitrage sanitaire versus activité économique? Qu'est-ce que font les entreprises aussi? Parce que toutes les grandes entreprises ont coupé les déplacements professionnels, on ne va pas au cinéma, etc. Bon, tout ça, en poids du PIB, les loisirs, les transports, etc., c'est 12%, 15% dans les économies développées. Ouais. Et un trimestre sans activité, c'est déjà une récession. Donc, Vos commentaires par rapport à la situation, on évalue les choses en temps réel, là, tous les jours, sur le plateau d'Intégral Bourse. Vincent Juvin. Oui, sur l'Europe, je pense que ça ira... D'abord, ce sera pire avant d'aller mieux, je pense que c'est certain. On a vu la situation en Chine se détériorer, s'améliorer maintenant. Bon, je pense que ça, c'est certainement un point sur lequel je voudrais mettre l'accent aujourd'hui. On y reviendra en détail peut-être, mais certainement. En Europe, du principe que ça s'améliore en Chine. Évidemment, ce principe de retard que vous évoquiez justement pour les États-Unis, on l'a en Europe aussi. On est en plein développement de cette épidémie en Europe. On sent évidemment qu'on n'est pas en Europe, qu'on n'a pas eu la possibilité de prendre des mesures aussi fortes que celles qui ont été prises en Chine. Donc évidemment, les marchés restent volatiles parce qu'ils voient jour après jour ce nombre de cas
augmenter. Et je pense que c'est le seul indicateur aujourd'hui qui alimente la volatilité des bourses, le nombre de cas. Et plus il y en a, plus cette volatilité restera autant tenue, jusqu'au jour où on a ce pic qu'on semble avoir observé aujourd'hui en Chine et qui, en effet, permet à l'économie de retrouver un certain calme et surtout au marché de retrouver un certain calme. Donc, est-ce que nous parviendrons à contraindre le virus aussi bien que ça n'était le cas en Asie? J'en doute. On n'a pas pris des mesures aussi fortes de confinement. Est-ce qu'on atteindra le pic de l'épidémie aussi rapidement qu'en Chine? Voilà, alors moi je ne suis pas du tout épidémiologiste, mais enfin, vu les mesures en tout cas fortes qui ont été prises en Chine et celles qui ont été prises en Europe, on peut en douter, on peut supposer en tout cas qu'on est au début en tout cas de cette phase de progression et que dans les semaines à venir, on verra encore le nombre de personnes touchées augmenter significativement. On va moins détruire d'activité néanmoins de ce fait-là, Vincent. Enfin, encore une fois, c'est toujours cet arbitrage politique entre le sanitaire et l'activité économique qu'on essaye de ne pas étouffer non plus. Tout à fait. Alors on verra évidemment l'évolution de l'activité. Elle est encore relativement résiliente jusqu'ici. Maintenant on commencera à en payer le prix au second trimestre. Je pense que l'impact, évidemment, le point fort de l'impact sur l'Europe, ce sera second trimestre alors qu'il était sur le premier trimestre en Chine. On peut espérer qu'il y a un rebond qui sera favorable à l'Europe aussi. Ne l'oublions pas, on s'atermoyait tous, en tout cas, des difficultés rencontrées par la Chine qui concourt à 30% dans la croissance mondiale. La Chine pourrait revenir franchement au second trimestre. C'est ce qu'on voit déjà dans les indicateurs avancés, les chiffres d'activité, les Chinois sont invités à reprendre le travail. On note déjà, en tout cas, nous, dans nos bureaux à Shanghai et autres, que les gens reviennent au boulot et que l'activité, la production industrielle est à peu près 80-90% de sa capacité. Ce n'est pas encore le cas partout en Chine. Ailleurs, on est plutôt aux alentours 60%, 70% dans les meilleurs cas pour les large caps, 45% pour les small caps. Mais on a déjà sur Shenzhen, Shanghai, une activité qui est presque au niveau pré-crise. Donc ceci est de bon augure. Pour l'Europe, quelque part, ça nous permet d'espérer qu'une fois qu'on aura en effet atteint ce pic épidémique, on pourra se prêter à espérer, d'un point de vue conjoncturel, des jours meilleurs. Maintenant, et on discutera évidemment des mesures monétaires et budgétaires que l'Europe peut prendre. Et là, on est évidemment beaucoup plus limité que les États-Unis et beaucoup plus limité que n'a été la Chine à cet égard. Raison pour laquelle l'Europe est dans cette situation inconfortable aujourd'hui d'être la lanterne rouge en termes de performance de marché et probablement d'un point de vue économique la plus défiée aujourd'hui. Vitesse de réaction, capacité de consensus ne sont pas forcément les points forts de l'Europe en la matière. Stéphane Prévost, vos remarques, vos commentaires par rapport à ce qui a été dit et à la situation de marché qu'on décrit jour après jour. Je ne partage pas encore le pessimisme ambiant. On a beaucoup de nouvelles négatives dans les médias, on ne parle que de ça. Même sur les systèmes d'information des financiers. Toutes les news sont tournées autour du coronavirus. On parle à peine de Joe Biden. Ah oui, tout passe au second plan. On aura l'occasion. Tout passe au second plan, mais aujourd'hui, si on regarde froidement et objectivement les choses, alors je ne suis pas médecin, mais si on écoute les autorités sanitaires, là où je diffère dans ce qui vient d'être dit, c'est qu'on n'est pas dans la situation chinoise. C'est-à-dire que les mesures de confinement chinoises ont été extrêmement fortes parce qu'elles ont été probablement tardives. Et en Europe, on avait, même si en Italie, on n'a pas été, on n'a visiblement pas eu le même niveau d'efficacité qu'on. Il y a eu quelques ratés au démarrage, effectivement. En France, il y a eu des ratés au démarrage. Donc aujourd'hui, soit vous croyez à une situation où l'épidémie va augmenter et croître de la même façon que ce qu'on a connu en Chine, et là, effectivement, les marchés ont raison d'avoir peur, et là, on n'a pas fini d'avoir des difficultés sur les marchés. C'est pas mon scénario. Je table plutôt sur un scénario où on va avoir effectivement encore des montées de cas. On est à 300 cas à peu près en France. Ouais, ça monte. On va se rendre compte qu'il est trop tôt pour aujourd'hui parler de la létalité, qui est toujours bien sûr regrettable. Le bilan humain est déjà lourd au niveau mondial. Mais on est en train de faire peur. Mon sentiment, c'est qu'on est en train de faire paniquer un peu tout le monde. On est en train de faire un peu paniquer les populations. C'est un moyen de faire changer les comportements aussi. Et donc un moyen de contraindre le développement de l'épidémie. Et donc ça ne veut pas dire que ce ne sera pas efficace, justement. Mais on adresse un message politique très fort. Vous avez vu l'Italie qui ferme toutes ses universités, c'est quand même assez inédit. Je ne sais pas si dans 15 jours on fera la même chose en France, mais je veux dire que la réponse par rapport à la proportion de l'épidémie aujourd'hui en Europe me paraît extrêmement élevée. Et du coup, on est en train peut-être de se faire peur, on découvre, on se fait peur, et derrière, dans 2 mois, on réalisera que finalement, le problème n'était peut-être pas aussi grave et que les mesures ont été extrêmement efficaces et extrêmement fortes par rapport aux risques qui étaient encourus. Alors, c'est le deuxième scénario. Ce sera un débat sans fin. Vous pouvez choisir entre les deux, on aura la réponse dans 2 mois. Je penche objectivement pour l'instant, compte tenu des informations qu'on a, si on garde la tête froide,
plutôt pour le deuxième scénario. Mais effectivement, la volatilité à court terme dans les jours qui viennent sur les marchés, elle va être portée par le nombre de cas qui augmente aux États-Unis. Monsieur Trump a peut-être parlé un peu trop vite la semaine dernière. Et puis le nombre de cas qui va augmenter en France, qui peut augmenter en Allemagne. Il y en a très peu en Espagne, mais il y en aura aussi probablement un peu. Et donc vous voyez, aujourd'hui, je crois qu'il faut garder la tête froide par rapport à ça. Et je m'attends à encore un petit peu de volatilité, mais pas de mouvement forcément de panique. On n'a pas un choc. Vous pensez que les marchés vont garder la tête froide, eux? Vous pensez que les marchés vont réussir à regarder un peu au travers de ces phénomènes de la psychologie du marché est excessivement ces phénomènes psychologiques on l'a vu en partie dans la baisse. On a eu une petite partie de rebond. Elle est plus forte aux États-Unis parce que l'économie américaine, quoi qu'on en dise, est quand même beaucoup moins ouverte et moins sensible au commerce extérieur que le reste. Si vous regardez aujourd'hui ce qui baisse très fortement dans les valeurs allemandes, dans les valeurs françaises, c'est les valeurs cycliques, c'est les valeurs exportatrices sensibles au secteur où il y a un choc de demande, c'est-à-dire l'auto, le luxe, le tourisme, les compagnies aériennes. Mais pour l'instant, il y a plein de secteurs où il n'y a pas de choc d'offres. Il n'y a pas de choc de demande, pardon. Et il n'y a pas encore de choc d'offres sur un certain nombre d'autres. Le cas des financières que vous évoquiez tout à l'heure, il est lié à la baisse des taux. On sait que ce n'est pas bon pour les PNL, les banques, qui, même sur des banques de détail comme BNP ou Crédit Agricole, vont souffrir de cet environnement de taux bas. Donc, par rapport à ça, nous, on trouve qu'il y a des dossiers sur lesquels il y a de l'excès. Maintenant, on ne ramasse pas un couteau qui tombe, mais on peut être gourmand sur des points d'entrée, sur un certain nombre de dossiers qui sont attractifs. Mais on a déjà opéré la semaine dernière, on est déjà revenu sur des dossiers sur le marché. Parfait, excellent teasing pour la suite, Stéphane. Je pense marquer une pause. Allez-y, à ce moment-là, je pense qu'aujourd'hui, il y a certains dossiers sur lesquels on peut revenir, sur lesquels, dans 6 mois, on sera revenu à des niveaux normatifs. C'est ça. On marque une pause. On poursuit cette discussion en plateau avec nos invités du Club de la Bourse. Le CAC va terminer en baisse. Une baisse qui est en train de se réduire un peu. C'est plutôt intéressant à observer là, en fin de séance. Le CAC ne perd plus que 1,6%. 5375 points. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. La clôture à suivre dans 10-15 minutes à Paris, une clôture qui s'annonce négative, mais peut-être un peu moins que ce qu'on a vécu au cours de cette séance. On va voir si on arrive à redresser un petit peu la barre dans les dernières minutes de cotation. Wall Street perd moins de 2% désormais, le CAC à Paris, qui a cédé plus de 2% au cours de cette séance, jusqu'à 2,5%, cède 1,6% actuellement à 5375 points. Nos 3 invités autour de la table, Sophie Chauvellier d'Orval AM, Vincent Juvin, JP Morgan Asset Management, Stéphane Prévost, la financière responsable. Je reprends avec vous, Stéphane. Vous nous disiez juste avant la pause, déjà la semaine dernière, nous avons retrouvé des points d'entrée intéressants sur quelques valeurs. C'est quoi les types d'interventions là, que vous avez pu opérer sur les marchés, Stéphane? L'idée, c'est de se dire qu'un certain nombre de dossiers avaient atteint des cours qui étaient attractifs et sur lesquels, avec un retour à la normale sur l'échelle de l'épidémie, c'est-à-dire un horizon de plus de 2 mois, à horizon fin d'année ou à horizon 6 mois, on retrouverait probablement des ajustements à la hausse et on reviendrait sur des dossiers. Alors ce qu'on a vendu, clairement, c'est des dossiers qui résistaient très bien. Des valeurs comme Orpea, des valeurs comme Carrefour. On a conservé ces valeurs qu'on avait en portefeuille et qui avaient bien résisté dans la phase de baisse. Donc vous avez allégé un petit peu sur ces valeurs-là pour faire du cash. Pour faire du cash. Et puis en face, on a commencé à revenir progressivement sur un certain nombre de dossiers. Un peu de luxe, par exemple. Un peu de valeurs, quelques valeurs italiennes qui étaient injustement sanctionnées, une valeur comme Diasorine par exemple dans le diagnostic médical, qui a un défaut, c'est qu'elle est à la fois dans le secteur de la santé, mais elle est aussi en Italie, alors que son échelle est mondiale. Donc ça, ce sont des dossiers intéressants. On est revenu aussi sur certaines valeurs de la tech qui avaient un petit peu souffert. Capgemini sous les 100 €, c'était relativement intéressant. Et puis, sur des valeurs où on a une visibilité et pas de choc de demande directe pour l'instant. Donc, si on croit, je reviens sur mon scénario, bien sûr de ralentissement de la croissance, d'impact qui va provoquer un ralentissement de la croissance, alors on a là des entreprises mondiales qui ont de l'agilité, qui ont des moteurs relativement importants sur l'Europe et les États-Unis, qui ne sont pas aussi affectés que d'autres sur la Chine et qui n'ont pas vraiment de lien direct avec les secteurs où on a des chocs de demande. Et la croissance de demain pour ces valeurs-là, pour ces entreprises-là, elle n'est absolument pas altérée aujourd'hui. À court terme, peut-être, mais sur le moyen-long terme, il n'y a pas de changement dans la trajectoire d'activité de ces entreprises. Elle peut être marquée un peu à court terme. Elle peut être un petit peu moins en termes d'estimation à fin février par rapport à ce qu'on aurait dit il y a 2 mois. Mais l'agilité de l'entreprise et le business model de l'entreprise et sa stratégie font
qu'elles vont être capables de faire beaucoup mieux que le reste du secteur et leur tendance. Et donc c'est ça qui nous intéresse dans la progression, et c'est ça qui va permettre de rassurer finalement le marché sur les perspectives à venir d'ici la fin de l'année et sur les guidance. Sophie Chevelier chez Dorval AM, comment est-ce en masse, en allocation, là, comment est-ce qu'on a envie d'être investi aujourd'hui, et comment vous réfléchissez au coup d'après pour le marché et pour les investisseurs là. Quelles peuvent être dans la séquence qui vient les opportunités à saisir? Alors nous, on a vraiment la réponse qui va être un petit peu bateau, c'est que ça dépend du mandat. C'est-à-dire, dans des mandats qui sont relativement défensifs, on était déjà pas très très investis, mais on a vraiment rendu encore plus défensifs les mandats, c'est-à-dire notamment sortir des valeurs bancaires internationales, en disant, quoi qu'il arrive, il y a une réponse de politique monétaire, et ça, bien entendu, ça fait baisser les taux. Alors les banques, déjà, avec un environnement de taux plus bas, c'est un environnement opérateur plus compliqué, mais ils ont en même temps un coût du risque qui monte, puisqu'il y a quand même au moins un ralentissement momentané de l'activité avec certains secteurs fragilisés où on commence à voir effectivement des sociétés en difficulté. Donc c'est vraiment un peu le secteur victime par excellence. Le risque de crédit va augmenter pour les banques. Voilà. Exactement. Donc on est sorti complètement des secteurs bancaires internationaux, aussi bien américaines que japonaises que françaises. Enfin, plus de banques. Par contre, on a racheté de la Chine. Alors, l'idée derrière ça, c'est qu'effectivement, on a déjà eu le pic épidémique, qu'il y a une réponse très forte qui est apportée, que l'activité, elle a eu son trou d'air. On l'a dit, PMI, donc une enquête manufacturière à 35, sachant que le niveau de contraction, d'expansion, c'est 50, donc on est très, très, très en dessous. Donc avec une activité qui va se normaliser progressivement. Voilà, mais donc on est plus dans entre guillemets, dans une dynamique plutôt positive. Mais donc on n'a pas forcément énormément changé le niveau de risque, mais par contre on a beaucoup changé la structure. Ouais, je comprends. Et on réfléchit donc vraiment sur les segments. Finalement, quand arrive ce genre de dislocation, la question qu'il faut se poser pour les investisseurs, c'est qu'est-ce que les gens aiment ? Et aller ramasser. C'est vraiment ce que vous dites, c'est-à-dire quelque part aller ramasser les boîtes que les gens s'arrachent naturellement et qui payent très très cher. Et là aujourd'hui, il y a des dislocations. Donc on a parlé des valeurs du luxe, mais c'est vrai qu'on a eu tendance à regarder les valeurs du Nasdaq, on a eu tendance à regarder les très belles valeurs de technologie japonaises, où là ils ont vraiment une valeur ajoutée incroyable, dans du Keyence, du Murata, donc vraiment des segments très très précis. Ce qu'on ne peut pas se payer d'habitude parce que c'est trop cher. Parce que c'est toujours trop cher. De toute façon, c'est encore trop cher, oui. Mais ça l'est toujours. Donc les gens achètent toujours la même chose de toute façon. Donc il y a des très très belles valeurs de qualité qui existeront encore après le coronavirus, sauf à ce que ça soit beaucoup plus grave que ce qu'on imagine. Et c'est les dislocations de marché sont des opportunités d'aller en ramasser. Donc on est plutôt dans cette logique-là. Donc North Asia, on a vraiment en Corée du Sud certains grands acteurs des semi-conducteurs qui là ont énormément baissé parce qu'il y a une dislocation temporaire, mais le cycle des semi-conducteurs est porteur pour l'année à venir. De très belles valeurs japonaises, du marché chinois où là, on a passé le pic épidémique. Alors on espère qu'avec le retour normal à l'activité, on ne va pas avoir une nouvelle émergence de virus, mais pour le moment, on est plutôt dans cette logique-là. Et beaucoup plus prudent, effectivement, sur l'Europe, malheureusement, sur les histoires cycliques, puisque nous, on avait une approche plutôt cyclique sur l'Europe, et là, plutôt plus prudent de ce point de vue-là, donc plutôt une sortie des valeurs cycliques, une réallocation sur d'autres types d'histoires. Est-ce que le temps viendra quand même pour remettre du cycle ? Enfin, si on est dans le coup d'après, si on se dit qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais effet monétaire, effet de relance, quand bien même il y aura du budgétaire quelque part. Le jour où on va nous annoncer qu'un vaccin a été trouvé, on n'attendra même pas la reprise d'activité. Je pense qu'effectivement, tout ce qui a été jeté à la poubelle va être ramassé très vite par ce qu'on appelle le fast money, c'est-à-dire l'argent rapide, qui va venir ramasser effectivement toutes ces valeurs qui d'un coup sont complètement massacrées parce que forcément il y a une partie de la cote, il y a une partie des investisseurs qui valorisent le pire. Oui, bien sûr. Jettent, Mais c'est pas ce qu'on a envie de ramasser en premier, comme vous dites. Ça viendra, non, là, mais c'est pas cette séquence. Dans cette phase où l'épidémie n'est pas terminée, on n'est pas encore au point, on va plutôt d'abord aller chercher vraiment les opportunités, là, les belles valeurs qui ont été un petit peu baissé, voilà. C'est c'est la discrimination du jour encore dans le marché, du Schneider, du Pernod, ça monte. À l'inverse, Renault et les banques, ça baisse. Si on veut simplifier, les Schneider de ce monde qui ont baissé, on se dit chouette, je voulais en acheter, ça c'est le moment. Un commentaire rapide, Stéphane, et puis Vincent. C'est d'accord, on est revenu aussi sur les semi-conducteurs. Certains dossiers avaient perdu 20% en ligne droite. Même Apple avait souffert, et pourtant Apple, s'il y a des ruptures de
de production pour 2 semaines ou 3 semaines, c'est pas très grave dans les résultats globaux d'Apple. Et enfin, le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est qu'il y avait un dossier qui me paraissait intéressant, qui avait souffert en janvier, c'était SEB. Et SEB qui subit à la fois un choc d'offres et un choc de demande. Et ce qui est très discriminant dans ces marchés, c'est la communication d'entreprise et la capacité à rassurer, à montrer une projection. Et des dossiers comme SEB, des dossiers comme Schneider, vous remarquerez que toutes les entreprises qui ont eu des managements avec des discours clairs... Schneider, c'est 30% d'activité en Asie et notamment en Chine. Je n'ai pas la proportion pour SEB, mais c'est important. Elle aurait pu baisser beaucoup plus. Bien sûr. La Chine, c'est, je pense, 20% de la croissance de SEB. Ouais, c'est ça. 20 à 30%, pardon. Ouais. Et donc, la communication a fait que les investisseurs n'ont pas paniqué sur un certain nombre de dossiers. C'est ces dossiers-là qu'il faut aller chercher quand le marché a été un peu trop sévère. Vincent Juvin chez JP Morgan Asset Management, comment est-ce qu'on a envie d'être positionné aujourd'hui? Quel type d'actifs on a envie d'avoir? Et le coup d'après, à quoi on se prépare sur les marchés? Quel type d'opportunités on aura envie de saisir? Alors ça arrive quand même pas toujours, mais enfin sans triomphalisme aucun, mais j'ai envie de garder le positionnement qu'on a depuis fin décembre, objectivement. Qui a été très efficace. Long États-Unis, long Chine, tant sur les equity que sur la duration, ça a été, je pense que... Donc sur les actions et les taux, voilà. On peut en juger sur pièce, les performances de nos fonds diversifiés sont depuis de l'année excellentes, voire positives, ce qui dans le contexte actuel est évidemment n'était pas aisé à réaliser. Et j'ai envie finalement pour le trimestre à venir de garder ces positionnements. Quelque part je souscris à cette idée que la Chine finalement rebondira plus vite, donc on a envie de conserver cette action locale, action chinoise. J'ai envie de continuer, que ce soit directement en Chine ou via des valeurs éventuellement européennes. L'Europe reste notre souci principal, mais de capter cette demande domestique chinoise et l'émergence de la classe moyenne. Nous, plus naturellement, avec des valeurs chinoises plutôt qu'avec des valeurs européennes. Je pense que le problème des valeurs européennes, c'est le coronavirus aujourd'hui, mais pas uniquement. On a eu une quantité d'autres facteurs la semaine dernière qui sont venus peser dans la balance. L'échec des négociations budgétaires. On n'a pas de budget alors que l'espoir qui portait les marchés européens à la fin d'année, début d'année, c'était de se dire qu'il allait avoir la relance fiscale en Europe. On n'en fera pas. Cette crise sanitaire, elle va montrer peut-être aux Européens l'intérêt d'avoir un budget européen solide et prêt à être utilisé dans ce genre de moment. Et par ailleurs, d'avoir une politique migratoire commune, forte et claire à l'heure où on est challengé à nouveau par la Turquie sur un sujet qui est potentiellement disruptif, comme il l'a été ces dernières années sur le front du populisme, sur le front de politique intérieure. Donc ce que vous dites, c'est quand même des éléments qui sont passés totalement à la trappe, mais en temps normal, qui auraient été à la une des marchés. Non, mais si on ajoute pour l'Europe, malheureusement, et dernier point en date, là, évidemment, la pression intense donnée par Boris Johnson sur le dossier du Brexit, où on sent qu'en Europe, on a un peu tous ces dossiers à traiter dans une fenêtre de 3 à 4 mois, donc c'est un petit peu difficile à gérer. Donc j'ai envie de dire, on a commencé l'année bien positionné, forcément, on était sans doute trop en action, heureusement dans les bons marchés d'action, effet marché oblige, on est aujourd'hui moins exposé au marché d'action que nous le souhaitions en début d'année. La question est à l'entame du second semestre, du second trimestre, est-ce qu'il faut revenir sur ces marchés? J'entends qu'il y a des reprises de position qui sont prises. Je pense qu'en tout cas, certainement pour la plupart des gens qui, comme nous, ont commencé surpondérés ou neutres, on est aujourd'hui forcément sous-pondérés en action. Il faut absolument entamer le second trimestre avec une position plus neutre, c'est-à-dire finalement racheter là où on voit des opportunités. Parce qu'en effet, on aura sans doute, espérons-le, ce pic de contamination en Europe aussi, quelque part au second trimestre. On aura peut-être un vaccin, qui sait, c'est peut-être un peu tôt, et on aura évidemment ce rebond qui viendra. Donc je pense qu'il faut quand même avoir une lecture relativement positive de la situation actuelle, en tout cas d'un point de vue marché. Des moments de volatilité, des moments de baisse, comme on les a vus ces derniers jours, de mémoire d'investisseurs, on en a quand même rarement vu. Oui. Le micro, Vincent, devant le micro. En 2008. Oui, c'est ça. Ça nous ramène à des époques de choc financier majeur. En peu de temps aux États-Unis, c'était pas quelque chose qu'on avait vu. C'est la correction la plus rapide de l'histoire. Voilà. C'est ce qu'on a répété effectivement la semaine dernière. Avec un rebond puissant quand même qui s'est matérialisé sur quelques séances depuis le début de la semaine à Wall Street, même si les choses sont en train de s'amoindrir un petit peu. On est en baisse de 1,5%, 2% sur les actions américaines. En Europe, on va terminer tranquillement cette séance avec toujours beaucoup de volatilité. C'est ça le point quand même clé qu'il faut retenir de cette séquence. Tranquillement, on va terminer en baisse de 1,67% pour le CAC 40. 5368 points avant la clôture définitive. On marque une courte pause. Nos invités avec nous jusqu'à 18h en plateau. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.
Sophie Chauvellier, gérante allocataire de Dorval Asset Management, Vincent Juvin, stratégiste de JP Morgan Asset Management et Stéphane Prévost, directeur général de la financière responsable. La communication du jour de l'Organisation mondiale de la santé. Chaque jour, le directeur général de l'OMS s'exprime. Aujourd'hui, c'est pour déplorer qu'une longue liste de pays n'en fasse pas assez pour combattre le virus. Ce n'est pas un exercice, ce n'est pas le moment d'abandonner, ce n'est pas le moment de trouver des excuses, c'est le moment d'y aller à fond. Évidemment, la communication de l'OMS, elle est très très importante et on a tous en tête les États-Unis qui sont le dernier grand pays qui est en train d'être affecté par la propagation du virus. À très court terme, c'est un risque important sur l'activité économique américaine. Il y a un risque de downside, baissier très fort sur l'économie américaine si jamais l'administration américaine, Donald Trump, commence à envisager des mesures sanitaires importantes ou les entreprises américaines également. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, Sophie. Oui, ça dépendra des comportements des acteurs économiques, c'est-à-dire les éventuelles mesures de confinement que pourrait mettre en œuvre le gouvernement si le virus devait se répandre davantage. Aujourd'hui, rien ne justifie ça pour le moment. Ouais. Et puis après, les mesures de précaution qui sont mises en place par les entreprises. Alors déjà, on a vu pas mal d'entreprises qui ont encouragé le télétravail. On met un coup d'arrêt sur les déplacements professionnels. Effectivement, c'est pas... Pendant un temps, effectivement, on ne va pas prendre l'avion. Ça coûte. Pour le secteur aérien, c'est énorme. Mais bien sûr. J'imagine que les réservations hôtels, vacances, tout ça est un petit peu mis en suspens. Donc tout ça, c'est un coût. Après, au-delà de ça, ça va vraiment dépendre du développement de l'épidémie. Et bien entendu, aucun d'entre nous n'est épidémiologiste, on n'en sait rien. On sera obligé de compter au fur et à mesure. Et c'est ça le malaise. C'est ce qu'on se disait en début d'émission. Pour l'instant, on est en train d'essayer de trouver le coût économique. On ne le connaît pas encore. On sait que c'est un choc, on sait que c'est temporaire, mais par contre, on ne connaît pas le coût. Voilà. Et c'est ça que le marché aujourd'hui essaye de valoriser. Quel va être le coût ? Et puis, secteur par secteur, quelque part, entreprise par entreprise, quel va être l'effet sur les résultats des entreprises de ce ralentissement ? Qu'est-ce qu'on attend des policymakers ? Alors, les banques centrales, elles sont en première ligne. La Fed, effectivement, on verra la BCE la semaine prochaine. Mais pour le reste, qu'est-ce qu'on attend ? On attend, bien entendu, cette première action de la Réserve fédérale, qui met d'ailleurs beaucoup de pression sur Christine Lagarde en Europe, puisque aux États-Unis, une action assez forte, avec un autre mouvement attendu si l'activité, effectivement, si la détérioration se matérialise. Ça met de la pression ou ça soulage les autres banques centrales qui ont moins de marge de manœuvre avec l'idée que la Fed, moi je suis la grande sœur des autres banques centrales, j'ai plus de marge de manœuvre, donc je prends sur moi ce poids, cette charge, cette responsabilité. Moi j'aurais tendance à dire que ça met une pression à l'action. C'est-à-dire que... Et après, modulo, effectivement, les impacts économiques. La difficulté à très très court terme, c'est que tous les chiffres qu'on a sont des chiffres de février. On va commencer à voir sur les chiffres de mars vraiment quelle est l'ampleur du ralentissement. Et je dirais que les banquiers centraux sont plus ou moins... de ce point de vue-là, au même niveau que nous. Et c'est de nature à refaire stresser les participants de marché, parce que on a déjà anticipé que les chiffres de mars allaient être mauvais. Exactement. Mais ça va dépendre de l'ampleur et de la diffusion et de l'ampleur. Et puis après, l'accompagnement budgétaire. L'accompagnement budgétaire, c'est aussi quelque chose d'important. Quel type d'accompagnement, quel type de mesures vont être mis en place pour aider les entreprises ? Alors en France, il y a des choses intéressantes qui ont été faites. Par exemple, pour des gens qui seraient confinés, c'est la sécurité sociale qui prend en charge, etc. Donc il va y avoir des mesures d'accompagnement. La vraie question, c'est quelle est la durée ? Parce que sur un choc temporaire, ça n'a pas d'impact économique à long terme, puisque en théorie, sauf pour des entreprises qui étaient déjà très très stressées et qui vont faire faillite malheureusement, ça ne génère pas d'augmentation du taux de chômage. Parce que les entreprises, elles se disent, j'ai 2-3 mois à traverser, je ne vais pas virer mes employés. Voilà. En revanche, si c'est plus durable, là, on peut avoir des conséquences économiques plus profondes. Mais pour l'instant, on est quand même juste dans cette phase. C'est-à-dire, si effectivement c'est 2 mois avec une activité très ralentie, on va faire le dos rond. Et on n'a pas d'activité économique et on repart après. La réponse des policymakers, banque centrale, réponse fiscale budgétaire, est-ce que c'est important dans l'équation aujourd'hui des marchés, Vincent ? Est-ce qu'on attend une vitesse d'action notamment ? Est-ce que la vitesse d'action, c'est quelque chose d'important de la part des dirigeants
publique? Oui, cela étant, je crois qu'elle est là. Et je pense, je me rangerais plutôt de votre avis par rapport à la BCE. Bon, j'imagine, je pense que la Fed était la première à pouvoir avoir cette marge de manœuvre de baisser les taux, et l'a fait. Alors je pense que on est tous conscients que la BCE a une marge de manœuvre plus limitée. Et quelque part, c'est moins nécessaire. Bon, parce qu'on a un choc d'activité, évidemment, pour beaucoup d'entreprises, c'est un choc de trésorerie. Il faut évidemment que la capacité de financement à court terme, lorsque ces revenus baissent ou s'effondrent tout à fait, on ait accès à cette trésorerie. Dans les mesures budgétaires qui sont prises ou techniques qui sont prises, prenons le cas de la France et les annonces qui ont été faites, la demande qui est faite à BPI France de pouvoir garantir les besoins de trésorerie des entreprises jusqu'à 70%, c'est ce type d'action qu'il faut, ce type d'action technique. En effet, comme vous le soulignez, le fait d'autoriser le chômage temporaire ou partiel permet justement, en effet, dans des économies où le code du travail est peu flexible, justement, de pouvoir amortir ce choc pour les entreprises. Donc je pense que c'est davantage de cette nature-là qu'il faut espérer d'avoir des actions de l'autorité publique. Je ne m'attends pas à tout d'un coup, comme on l'entend parfois, le plan Marshall 2.0 où l'Europe va sortir l'artillerie lourde. On n'a pas de budget en Europe. Tout ce que peut faire l'Europe, c'est donner plus de latitude aux États membres. Et là, c'est un no-brainer. Si l'Italie fait 3,5 de déficit ou 4, on ne va pas leur taper sur les doigts. Idem pour la France, ce n'est pas l'année pour le faire. Donc là, il y aura localement une capacité, évidemment, d'absorber ce choc avec les stabilisateurs automatiques. Nous ne verrons sans doute pas le chômage augmenter beaucoup. On ne l'a pas beaucoup vu non plus en 2008 non plus. L'Europe est toujours à la traîne dans la matière. Donc de ce point de vue-là, je pense que le problème il est sanitaire. L'OMS le rappelle. États membres, prenez les mesures pour contraindre l'évolution de la maladie. C'est l'essentiel à mon avis en termes de politique qui peut être menée aujourd'hui. En Europe, on a quelque chose à faire, c'est d'essayer évidemment de travailler ensemble pour lutter contre cette crise. Et c'est toujours difficile. C'est là que je suis moins inquiet pour des États-Unis qui, en effet, d'un point de vue logistique opérationnel, ont toujours historiquement montré qu'ils étaient capables de faire face à ce type de choc. Mieux qu'évidemment une Europe morcelée, fragmentée dans son approche. Nous pourrons certes faire des achats groupés de masques chirurgicaux. Ils arriveront peut-être, comme les vaccins du SRAS, une fois que le problème sera résolu. Mais bon, ça prête à sourire. Mais bon, ça montre toute la nécessité, et je l'ai dit quantité de fois sur ce plateau, mais d'avancer dans ce processus d'intégration européenne. J'espère que dans les semaines et mois à venir, les Européens auront le courage de voter comme un révélateur ou une prise de conscience pour l'Union européenne et que cette Union européenne puisse déployer ce budget dans les années à venir. Et ça, c'est vraiment le bouclier qu'il nous faudra. Stéphane? Je souscris assez à ce qui vient d'être dit. L'Italie et l'Allemagne, prochain trimestre, seront en récession. Oui. C'était donc de la ce qui veut dire que l'Italie est toujours au bord de la récession, oui, l'Allemagne c'est essentiellement industriel. Oui, mais c'est parce que aussi la Chine va l'entraîner encore plus bas et la situation va être encore plus difficile. Le secteur auto, le secteur manufacturier, les matières premières vont continuer d'être sous pression. Et donc là, il y a la relance budgétaire ou la relance par le budget, effectivement par les déficits. Il va y avoir peut-être des mesures intéressantes et pour une fois un message qui sera peut-être plus facile à faire passer auprès de certains partenaires que ça ne l'était auparavant. Voilà. Après, la BCE, elle a plein de moyens d'action. Elle peut avoir probablement pas mal d'imagination. Le mot-clé sera la confiance à restaurer. On verra, ce sera quand même le grand bain pour Christine Lagarde, qui était partie dans l'idée, Draghi avait fait le job juste avant, l'idée c'était de mener à bien la revue stratégique et de ne pas faire grand-chose jusqu'en décembre. Non, le scénario a complètement changé. N'oublions quand même pas qu'en ne faisant pas grand-chose, elle fait énormément. Forward guidance, maintenir durablement cet environnement de taux bas, c'est énorme pour les États membres. Si on peut faire la relance budgétaire à moindre coût, c'est grâce à ces taux bas. Les États-Unis ont un environnement de taux beaucoup plus contraignant. Ouais. On verra la communication quand même. Après, on a des facteurs de soutien naturel. Les prix de l'énergie qui ont beaucoup baissé, ça redonne aussi à un moment donné du pouvoir d'achat. Ça redonne du pricing power. Il y a de la déflation sur certains actifs, certains biens de consommation, etc. Donc tout ça permet aussi de contrebalancer les effets négatifs. On marque une dernière pause. On se retrouve dans un instant pour parler un peu de politique américaine, peut-être, si vous avez envie de dire un mot. Elizabeth Warren va se retirer de la course, c'est ce que nous indiquent les médias américains. C'est pas une surprise, elle a raté le Super Tuesday, y compris dans son état du Massachusetts dont elle est sénatrice. Donc c'est le match Biden-Sanders pour l'instant qui nous occupe avant le match face à Trump en novembre. On marque une dernière pause dans ce club de la bourse et on se retrouve avec nos invités jusqu'à 18h. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.
Stéphane Prévost, directeur général de la financière responsable, Vincent Juvin, stratégiste chez JP Morgan Asset Management, Sophie Chauvellet, gérante allocataire de Dorval Asset Management. La lecture de la politique américaine, vue par les marchés, les investisseurs que vous êtes, Sophie. Donc, bon, Elizabeth Warren se retire de la course à l'investiture, nous dit le New York Times. Ça ne doit pas être une grosse surprise, j'imagine. Après le Super Tuesday de mardi, qui était quand même, là aussi, l'événement majeur qui aurait dû être à la une, modulo le coronavirus. Alors qu'il l'a été quand même aux États-Unis, c'est-à-dire que quand on suit là en Europe, peut-être moins, un peu, c'est normal. Le Super Tuesday et le retrait d'Elizabeth Warren depuis Buttigieg avant elle, c'est une forme de pragmatisme et ça éloigne pour les marchés, tout simplement pour ramener ça au marché. Et je pense que c'est ça qui avait justifié aussi que le marché américain commence à se calmer un peu dans la baisse. Ça éloigne le risque d'un black swan américain, c'est-à-dire de matérialisation d'un scénario noir politique, qui effrayait énormément les marchés, parce que le positionnement de Sanders, quelque part, on pourrait quasiment dire que Sanders ne devrait pas être un candidat démocrate. C'est l'extrême gauche. Il est indépendant, je crois, oui. Mais il a concouru dans les primaires démocrates. C'est une question. Est-ce que vraiment il aurait dû concourir dans les primaires démocrates ? Donc, en l'occurrence, il a concouru dans les primaires démocrates. Et le fait d'avoir face à lui un candidat démocrate plus centriste, qui rassemble, avec un programme un petit peu moins dur, même si certains aspects du programme de Biden, notamment le taux d'imposition sur les entreprises, devrait remonter à 28%. C'est pas neutre, c'est 8% d'augmentation du taux. Mais c'est quand même beaucoup plus digeste pour les marchés que quand on n'avait que des centristes très divisés et Sanders. Voilà. La dernière fois qu'il y a eu le match, l'establishment démocrate face à Donald Trump, ça a tourné à l'avantage de Donald Trump. C'est ça, mais est-ce que c'est si mauvais pour les marchés ? Un second mandat de Donald Trump ? Ça serait encore aussi bon que le premier pour les marchés ? On verra. Et encore une fois, c'est pas un parti pris quelconque. Mais vous partez sans présupposer dans cette affaire, que le second mandat de Trump pourrait être moins facile, y compris pour les marchés, moins market-friendly que le premier. Alors, le premier a été la réussite entre guillemets de Donald Trump, c'est la baisse du taux d'imposition, en tout cas pour les marchés. Oui. Qu'est-ce qui a apporté le marché américain ? C'est la baisse du taux d'imposition. Oui, c'est pas la guerre commerciale avec la Chine, oui. Voilà. Au-delà de ça, c'était du bruit, c'était pénible, voilà. Mais c'est un impact réel sur les résultats des entreprises américaines, une surperformance du marché américain, etc., etc. Est-ce qu'il va réussir à refaire ça dans son deuxième mandat ? Non. Il peut peut-être baisser encore un peu, il va peut-être réussir à tirer un petit peu quelque chose, mais c'est plus difficile. Un mot là-dessus, il nous reste assez peu de temps. Vincent. En tout cas, je dis les sondages donnent toujours Trump gagnant. Ça semble plutôt, en effet, vous conforter. On verra. Je pense que Sanders a finalement très peu de chances d'être élu. C'est ce que nous disent les sondages aussi. Finalement, on verra ce qu'un Biden-Trump pourrait donner pour l'économie ou les marchés. Mais c'est en effet un candidat démocrate moins disruptif que ne serait un Sanders. En tout cas, démocrate ou républicain, le prochain président gardera une ligne dure vis-à-vis de la Chine. Là, les démocrates partagent cet avis. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est maintenant passé en retrait. Ça reviendra ? Évidemment. Une fois le choc passé pour tout le monde, ça reviendra. Ces questions de cycle et autres, mais post-élection américaine, on a toujours cette phase 2 et ça va revenir à l'avant-plan. Avec un Trump, on aurait en plus de la phase 2 peut-être des dissensions avec l'Europe qui referait un vrai évidemment à l'avant-plan aussi. Donc n'oublions pas ces dossiers qui pourraient revenir d'ici la fin de l'année. Une chose est sûre aussi, je pense que pour les investisseurs institutionnels qui nous écoutent, c'est un point important. Quel que soit ce président, la chance est grande, c'est qu'il fera un plan d'infrastructure. Trump ne l'a pas fait cette fois-ci. Les besoins sont criants, que ce soit pour la transition énergétique, les changements climatiques, que sais-je, simplement remettre à niveau les infrastructures américaines. C'est un plan de plusieurs trilliards de dollars qui devra être implémenté en partenariat public-privé. Une opportunité, pas économique immédiate, pas de marché direct, mais pour les investisseurs, pour accompagner ce plan, comme on l'a pu le faire en Europe aussi. Ça, c'est vraiment la classe d'actifs de la décennie à venir aux États-Unis, les infrastructures. En Europe, mais infrastructures, certainement un point d'attention. Stéphane Prévost, pour conclure sur la politique américaine. On est encore loin, le mois de novembre, il peut se passer encore beaucoup de choses. Biden, c'est un candidat assez sérieux pour les démocrates et il est probablement moins clivant en son temps que pouvait l'être Mme Clinton. Donc c'est pas forcément un scénario si négatif pour le camp démocrate. Maintenant, il y a encore pas mal d'eau à couler sous les ponts d'ici l'élection, donc je serais plutôt... Y compris confirmer que Biden sera le champion. Ça reste à confirmer. Oui, absolument. Et effectivement, d'après les sondages, si c'est M. Sanders qui va aux élections, alors là, le scénario semble un peu plus marqué en faveur de M. Trump. Mais
Je ne peux pas vous dire grand-chose de plus sur le sujet aujourd'hui. C'est ce que le marché a toujours assumé. On a vu quand même un gros rebond des valeurs de la santé à l'issue du Super Tuesday. Enfin, plus le cas Sanders perd en probabilité, plus les valeurs de la santé remontent aux États-Unis. C'est un marqueur quand même de ce scénario qui s'écarte pour les marchés à ce stade. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités du Club de la Bourse ce soir. Je vous rappelle une clôture négative à Paris, moins 1,9% pour le CAC. Après 3 jours de maigre rebond, on n'est pas revenu sur les plus bas du début de semaine. 5361 points pour le CAC 40 cet après-midi. Séance en cours à Wall Street avec des baisses de l'ordre de 2% et plus, même pour les indices américains. Toujours beaucoup de nervosité, une volatilité qui reste maximum dans ces marchés 48 heures après la décision de la Réserve fédérale américaine.